C'est désormais une habitude avec la présidence d'Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il y a un nouveau sujet sur la table, il y a une nouvelle approche, une nouvelle méthode. Mais les résultats vont-ils suivre? Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8. Le débat ce soir, discussion autour des banlieues. Pas de nouveau plan pour les quartiers défavorisés, donc, mais une nouvelle approche alors que les acteurs de la politique de la ville étaient remplis d'espoir après la remise du plan Borloo. Certains sont déçus après les annonces récentes du président. Des annonces, il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs. Beaucoup sont remises au mois de juillet. Alors faut-il croire en la méthode du président de la République? A-t-il raison de ne pas annoncer de plan spécial pour les quartiers les plus fragiles de la République? Pour répondre à ces questions et à beaucoup d'autres, deux mâles blancs sont en plateau. Didier Bécher, député de La République En Marche de la première circonscription des Yvelines. Clément Ortega, directeur de cabinet de La Verrière, et une femme aussi avec nous, Maryse Bresson, enseignante-chercheur en sociologie à l'UVSQ, l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir à tous les trois. Je précise tout de suite que ce ne sont pas des propos polémiques, c'était pour faire référence à l'expression utilisée par le président lors de la présentation de ce plan, enfin pas plan, on ne peut pas le citer ainsi, sur les banlieues. Maryse Bresson, je me tourne vers vous, qui vous serez peut-être beaucoup plus objectif sur ces annonces, puisque vous êtes enseignante-chercheur à l'UVSQ en sociologie. Le président de la République a-t-il raison, avec le recul de ces 2 dernières semaines, de ne pas annoncer un nouveau plan pour les quartiers les plus fragiles de la République et de faire confiance, on va dire, de partir du bas et de faire confiance aux acteurs locaux pour les banlieues? Alors, d'abord, quand on est sociologue, on a toujours du mal à dire il a raison, il a tort. Mais quand même, là, il faut avouer qu'on ne voit pas bien, entre guillemets, quelle est la ligne. Et donc, non, je ne pense pas qu'il ait raison, parce que, en tout cas, il y avait un signal qui était attendu. Il y a aussi une solidarité ou une manifestation de solidarité qui est forcément attendue par rapport au quartier et qui n'a pas été perçue comme telle. Donc sur ce plan-là, pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions, c'était plutôt l'étonnement et la déception, je pense. Donc ça, c'est... Enfin, objectivement, il me semble que c'est la réaction qui a été très, très majoritaire. Clément Ortega, pour La Verrière, qu'en est-il? Vous n'êtes pas, vous non plus, convaincu par cette nouvelle méthode de dire que ce qui a été fait pendant 40 ans ne marche pas et les résultats ne sont pas forcément... donnent raison au président, vous... Je trouve pas... Déjà, je ne fais pas du tout le même bilan que le président. Dire que les plans successifs n'ont pas marché, qu'il n'est pas abouti, parce que la politique de la ville, c'est donner plus à ceux qui ont moins, afin de pouvoir rétablir sur le territoire de la République une égalité pour tout le monde. Or, oui, on peut dire qu'il y a encore des grosses poches de pauvreté, des quartiers qui sont toujours des quartiers prioritaires. On a toujours besoin de la politique de la ville. Ça, je peux lui donner raison. Mais dire que les plans successifs n'ont rien donné, je crois qu'il n'a pas conscience de ce qu'auraient été les quartiers et ce qu'aurait été la France si ces plans-là n'avaient pas été mis en place. Votre ville, par exemple, aussi, vous pouvez tirer la même conclusion sur la ville de La Verrière. C'est 3/4 de la population aujourd'hui qui profite de la politique de la ville. Les 3/4 de la ville sont effectivement en quartier prioritaire. Budgétairement, vu les restrictions budgétaires des dotations globales de fonctionnement, c'est-à-dire les dotations données par l'État, comme à toutes les villes, comme elles sont en diminution, nous sommes obligés de vivre et de faire ce qu'on appelle notre droit commun avec les financements de la politique de la ville. Parce que nous sommes profondément une ville concernée par la politique de la ville. Et donc là, on avait effectivement un espoir et la préfecture et les agents territoriaux de l'État nous disaient « Vous allez voir, il y a un plan qui va être ambitieux ». Quand on regarde, le plan n'est absolument pas ambitieux, mais c'est même plus profondément. On est en train de remettre en cause une des valeurs essentielles de la République, qui est l'accès aux droits, les mêmes droits pour tous. Alors on va faire réagir Didier Bécher en qualité de député LREM. Vous êtes forcément le défenseur ici de la politique portée par le président. C'est vrai qu'on peut s'interroger un peu sur la méthode, mine de rien, puisque 8 mois de discussion avec Jean-Louis Borloo, qui a mobilisé beaucoup de monde, et puis finalement on nous dit il n'y aura rien, ou presque rien. Oui.
Ça, c'est un point de vue. Non, après, c'est vrai qu'on a été habitué en fait à avoir des chiffres très importants et on distribue de l'argent à tout le monde. Le plan Borloo, c'était 48 milliards d'euros à peu près le coût. Et en plus, quand on regarde ce qu'il y a dans le plan Borloo, il y a probablement beaucoup de choses qui seront reprises à un moment donné. Mais c'est vrai que la somme d'argent, à un moment donné, donne un petit peu le vertige. Et la méthode, en fait, est différente. C'est-à-dire qu'on va essayer systématiquement d'aller vers le systémique. J'ai eu l'occasion, même sur ce plateau, de parler d'emploi et en quoi le territoire est probablement beaucoup plus compétent pour parler d'expérimentation en matière d'emploi que faire une grande politique publique pour les quartiers politiques de la ville. Maintenant, si on regarde les chiffres de manière très concrète, le budget politique de la ville, 490 millions, il est sanctuarisé. Le budget de l'ANRU, pour la rénovation des quartiers compliqués, il est passé de 4,7 milliards à 10 milliards. Donc l'argent, il est là. Maintenant, c'est effectivement pas forcément ça qu'on a mis en avant. On dit, regardons sur les territoires qu'est-ce qui passe, mettons les acteurs autour de la table. Il y avait besoin de 8 mois de réflexion pour dire ça ? Je pense qu'il y avait besoin de prendre la température et de voir qu'est-ce qui avait été fait. Vous savez, moi j'étais à une réunion la semaine dernière à Plaine Commune, donc c'est pas 50 ans en Yvelines, donc sur la Seine-Saint-Denis, qui est un territoire, Plaine Commune est probablement le territoire le plus défavorisé en Ile-de-France, un des plus difficiles. Ils sont en train de faire le constat que par rapport au public ici, les jeunes en difficulté dans les quartiers, ils ont une telle multitude de programmes, de dispositifs que eux-mêmes, les jeunes, ceux qui sont concernés, ne savent plus à qui s'adresser et comment faire. Et qu'il faut simplifier. C'est pas une question de simplification, c'est qu'il faut recommencer à mettre les acteurs qui savent autour de la table. L'exemple de l'emploi, encore une fois, on a parlé du plan 1000 jeunes qui concerne 50 ans en Yvelines. Si vous ne mettez pas les entreprises autour de la table pour parler d'emploi, on n'y arrivera pas. Si en matière d'éducation, vous ne commencez pas par dédoubler les classes de CP, vous pouvez toujours avoir des incantations, mais ça ne fonctionne pas. Or, la première pierre qu'on a posée sur ce projet de politique de la ville rénovée, c'est le dédoublement des classes de CP. Quel est le résultat au bout d'un an? Tous les professeurs pourront vous dire que c'est une réussite, on passe au CE1, etc. Et ça va s'accélérer à la rentrée prochaine. Sur la position du gouvernement, je vous propose d'écouter Jacques Mézard, ministre en charge de la cohésion des territoires. C'était 2 jours après le discours du président au Sénat. Ce que nos concitoyens attendent, ce ne sont pas une accumulation de plans, ce sont des actions. Des actions, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu sur l'école, il y en a déjà eu sur les emplois francs, il y en a eu en matière économique, il y en a eu en matière sociale, et nous allons continuer. Et ce qu'a indiqué le président de la République, en indiquant que dès le mois de juillet, un certain nombre d'opérations seraient mises en place, j'aurai l'occasion de revenir aussi sur la modification de l'ANRU, sur l'accélération des dossiers, sur les engagements, sur la simplification. Eh bien, oui, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien, mais ça ne fonctionne pas très bien l'ANRU depuis plusieurs années, et nous savons tous pourquoi. Avant d'évoquer l'ANRU, Didier Béchard, rapidement, on a aussi l'impression, avec ce que disait le ministre à l'instant, il y a eu des actions et on a l'impression qu'aujourd'hui l'État ne peut pas faire plus. Pourquoi le président de la République ne le présente pas comme ça, pas forcément les moyens humains, financiers de faire plus pour les quartiers, et que c'est à eux peut-être d'agir directement? Ça serait beaucoup. Je pense que ça se présente vraiment pas comme ça. Prenons le logement, puisqu'on sort de 15 jours et à peu près le même nombre de nuits sur le sujet du logement. Qui a défendu SRU bec et ongle pendant ces 15 jours? C'est la majorité présidentielle. Beaucoup voulaient faire des coups de canif extrêmement importants sur SRU. Si, pas toutes. Si, vraiment. Qui est-ce qui va relancer une politique de logement, de rénovation de logement, en essayant de passer de 8 000 à 40 000 logements achetés, vendus? Enfin, je veux dire, il y a une volonté par rapport aux dispositifs existants d'aller beaucoup plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Maryse Bresson. Oui, alors moi je ne comprends pas la logique, je vais dire simplement. Je trouve qu'il y a une... Parce qu'on nous dit on ne va pas multiplier les plans, mais par contre on nous parle de tas de mesures et on nous dit on va partir d'en bas et de tout ce qui sort d'en bas. Mais il ne peut y avoir que des sommes de mesures qui partent d'en bas. Justement, le plan, c'est essayer de mettre en musique et essayer de fixer un cap. Et là, il n'y a pas de cap, on repart d'en bas. Non, mais on est contraire par rapport à ce qui vient d'être dit. On va être dans une démultiplication de petites mesures, si j'ai bien compris, avec les mêmes montants, et où on va dire est-ce que vous voulez garder ça, repartir ça. Moi, je pense que c'est quand même ennuyeux qu'il n'y ait pas une vision sur là où on veut aller. Ça ne peut pas partir d'en bas. C'est quand même les quartiers là où il y a la plus grande concentration de pauvreté. C'est des quartiers, effectivement, qui sont dans des situations extrêmement compliquées, envers lesquelles il y a une désolidarisation des territoires environnants. Si la République ne dit pas on est solidaire de ces quartiers-là, ça ne va pas. Non, mais là, il y a quelque chose qui les emplois francs, c'est pour les QPV.
Le financement des places en crèche nouvelles, 1000 €, quartier politique de la ville, c'est pour les QPV. Le plan emploi, encore une fois, on peut prendre très concrètement pour Saint-Quentin, le plan emploi 1000 jeunes, qu'est-ce qu'il fait? Il ne remultiplie pas, par contre, il a un budget d'accompagnement qui est alloué par la préfecture de la région Île-de-France pour pouvoir le mener, mais on prend les acteurs qui font et on les met ensemble. Donc c'est vraiment, encore une fois, en termes de méthode complètement différent. Par contre, de l'argent pour accompagner, il y en a sur ces dispositifs-là. Mais même sur la question de la méthode, moi j'ai un souci là à vous entendre. Il y a un an, le maire de Grigny lance les états généraux de la politique de la ville. Des maires de... Alors là, pour le coup, en termes d'échiquier politique, on avait tous les échiquiers républicains. La maire de Chanteloup-les-Vignes, qui est de droite, fait partie participait. Nelly Dutu, maire de la Verrière, qui ne pouvait pas être là ce soir parce que, justement, il y a des actions dans les quartiers prioritaires. Il y a une exposition de peinture et donc elle y est parce que c'est au jour le jour, les élus de terrain y sont. Ce sont des élus qui se sont retrouvés au moment des états généraux, des acteurs territoriaux, des associatifs, des gens de terrain. Une année de discussion avec Borloo pour qu'il puisse faire proposer ce plan. Et on arrive, le président fait son discours, il n'y a pas un seul acteur qui est content aujourd'hui. Aucun acteur qui a participé au plan Borloo est aujourd'hui content. Il y a des maires qui sont obligés de signer des textes dans le Nouvel Obs, ça grogne de partout. Et là, à vous écouter, alors là, tout d'un coup, c'est parfait et ça va sortir d'en bas. Non, au bout d'un moment, il faut Moi, j'ai pas dit que c'était parfait. Je cherche encore un peu sur ce sujet-là. Non, au contraire, il a une vision, encore une fois, en termes de méthode et sur le systémique extrêmement claire. Prenons l'exemple des 30 000 stages. 30 000 stages, alors, qui aujourd'hui, pour les troisièmes, les adolescents des quartiers de la ville, voilà, qu'est-ce qu'on veut comme modèle? Qui aujourd'hui a mis sur la table qu'à la rentrée, donc pour la prochaine rentrée scolaire, il y aurait 30 000 stages qui seraient proposés pour les quartiers politiques. C'est une mesure, c'est pas un modèle. Il y a des modèles, il y a eu plein de réflexions depuis des années pour le coup sur la politique de la ville. Soit on essaie de donner plus à ces quartiers parce qu'ils ont moins, soit on essaie de voir comment les réintégrer dans quelque chose de global, effectivement, et ça peut être éventuellement notre mesure, mais là, on ne voit pas du tout où ça veut en venir. Mais qui a résolu jusqu'à maintenant le problème des stages de troisième dans les QPV? Non, il y avait déjà extrêmement beaucoup d'expérimentations départementales. Si on prenait l'exemple du 93 que vous preniez tout à l'heure, c'est mis en place depuis 4 ans cette histoire-là. Donc non, c'est pas une nouveauté. Non, par contre, ce qui est nouveau et qui est là, je vous rejoins en termes de logique systémique. C'est très clair de la part du président. C'est chacun pour soi. On donne une chance à chacun, et si vous échouez, c'est de votre faute. C'est parce que il y a à peu près 15 personnes autour de la table sur les sujets d'emploi. C'est pas ce que disait forcément le président, puisqu'en plus il n'y a certainement pas chacun pour soi. Je peux vous assurer que amener les entreprises autour de la table et les renvoyer par rapport à leurs responsabilités, parce que la responsabilité sociale des entreprises, ça veut dire quelque chose. C'est pas rien. C'est pas rien. On passe quand même de l'accès aux droits pour tous, qui est une valeur républicaine, à une chance pour chacun. Ça veut dire qu'on repose très clairement la question individuelle de la réussite ou de l'échec. C'est pas à la hauteur de la République française. Quand, dans ces quartiers-là, Madame parlait du taux de pauvreté, c'est 43% de population dans les QPV qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est aussi 3 fois plus de chômage chez les jeunes, selon le plan Borloo, l'introduction. Soit la République, la France prend en considération cette question-là, parce que si on veut regarder le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, c'est 8 à 9 quartiers qui sont en QPV. C'est 5 villes sur 12. C'est 7 quartiers précisément à Saint-Quentin en Yvelines, 4 villes et plus de 31 000 habitants. J'ai les chiffres, en tout cas, parce que certains quartiers sont en veille, parce que le gouvernement dernier a réduit les quartiers en QPV. C'est le cas d'un quartier à Manille-les-Hameaux. Et je trouve qu'il faut quand même les compter à un moment donné. Si ces quartiers-là, on ne les aide pas à regagner le niveau du droit commun pour toutes les villes, mais c'est l'ensemble du territoire qui en pâtit. Et c'est la même chose pour la France. Si on ne donne pas, vous parliez de la Seine-Saint-Denis, si on ne redonne pas véritablement beaucoup plus de moyens pour la Seine-Saint-Denis, on va se dire les choses, c'est l'ensemble de la région, c'est l'ensemble de citoyens qui en pâtit. L'initiative aussi du président de dire qu'il y a beaucoup d'énergie, de choses qui se passent très bien dans les banlieues, dans les quartiers défavorisés. Il faut donner la parole aux acteurs locaux, ceux qui vivent le quartier tous les jours. Est-ce que cette initiative-là, pour porter des projets qui pourront après entraîner des financements, est-ce que cette position-là n'est pas aussi intelligente et bonne?
Ça, c'est typiquement la logique de la politique de la ville depuis le début, qu'on appelle dans d'autres pays table de concertation. Ah bah oui. Parce que le président de la République disait que c'était l'inverse. On partait du haut pour aller vers le bas et qu'aujourd'hui on change. La logique même de la politique de la ville, elle est celle-là depuis le départ, effectivement. C'est cette idée qu'on va penser une nouvelle forme de politique qui part du bas, qu'on va faire participer les habitants. Ça date pour le Ça, c'est un leurre selon vous, c'est... En tout cas, c'est compliqué. Mais au moins, voilà. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, effectivement, il faut que ça rencontre d'autres choses. Il faut que ça s'intègre dans autre chose. Je ne vois pas comment on peut simplement dire que ça va suffire de mettre des bonnes volontés en bas, qui vont forcément, qui ont besoin de toute façon d'être coordonnées, de se coordonner. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des inégalités de population, il y a aussi des inégalités entre les territoires. Est-ce qu'on cherche à s'attaquer, entre guillemets, à cette question-là? Ça, on ne le voit pas du tout. Enfin, on a l'impression que ce n'est pas le territoire qui va spontanément avoir envie de soutenir le territoire d'à côté, par exemple. Donc, on voit bien que là, il y a des choses... On a un EPCI qui peut, à un moment donné, et de plus en plus, si vous regardez la loi Elan, il y a énormément d'éléments qui remettent en avant les EPCI, justement pour essayer de jouer cette carte de solidarité sur le logement. Sur 50 ans, d'ailleurs, il y a beaucoup d'inégalités entre certaines villes, certains quartiers. Il ne faut pas revendiquer tout et son contraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la commune, elle a son rôle à jouer et elle a un maillon essentiel dans ces sujets-là. Il faut pas s'en éloigner. Par contre, cette solidarité au niveau d'une agglomération, une communauté de communes, enfin peu importe le format juridique qui existe, doit être présent. Moi, je l'ai vu la semaine dernière. Donc j'ai eu la chance d'aller participer à la première promotion de Webforce 3, donc de la grande école du numérique, là, qui est lancée par 50 ans en Yvelines, qui est une initiative assez extraordinaire. Il y avait 15 personnes dans cette promotion. Je peux vous dire qu'il y avait les 15 discriminations qui existent dans tous les quartiers, elles étaient là. Mais ça va être quoi la force de multiplier les acteurs et les mettre les uns à côté des autres? Il y avait Webforce qui était là, mais il y avait aussi FAS qui était là, il y avait Mosaïque qui était là, et on a pu parler d'emploi et de formation. Si les jeunes, et les moins jeunes, parce qu'il n'y avait pas que des jeunes d'ailleurs dans cette formation, sont uniquement amenés en termes de formation, et qu'au bout, il n'y a pas les entreprises qui les regardent et qui comprennent la formation qu'ils ont fait, ils ne trouveront pas de boulot. Donc la déception, elle sera là. Ce n'est pas le tout de financer une formation s'il n'y a pas d'emploi. Dès le début de la réflexion, on dit cette formation est une idée géniale, on les amène vers le métier du numérique et nous, on apporte les entreprises avec notre projet immédiatement. Parce qu'il faut qu'il y ait un débouché emploi derrière. Sinon, la déception continuera. Les jeunes qui font la garantie jeune, c'est la même chose. Vous les amenez dans la garantie jeune. À la sortie de la garantie jeune, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Moi, la seule chose que j'entends de nouveau, c'est par rapport, peut-être, et encore, c'est par rapport aux entreprises. J'entends une forte insistance sur les entreprises. Mais en tout cas, l'idée de partir d'en bas, d'avoir des échanges, ensemble, refaire la ville, c'était le rapport du Debout, je ne sais plus quelle année, mais au début des années 80, si je me souviens bien. Donc ça, c'est très ancien. Alors peut-être qu'on mettait moins l'insistance, effectivement, sur la dimension des entreprises, mais moi, je ne vois pas comment les entreprises, j'allais dire, elles pourraient venir comme ça, s'il n'y a pas un engagement, y compris de l'État, plus fort et plus visible par rapport à ça. Il est précis, l'engagement par rapport aux entreprises. Deux choses. Et puis, avec les Ortega, vraiment, c'est important. Deux choses. Modification du Code civil, intégration de l'objet social dans le Code civil. C'est-à-dire qu'on va demander aux entreprises d'écrire une raison d'être, au sens développement du social. Mais si. Ouais, mais bon. Mais non, mais là, c'est extrêmement concret. La responsabilité sociale des entreprises, on en parle depuis 20 ans. Et on le fait, mais qui l'a fait? Qui a modifié le Code civil? Précisons aussi Personne. que les annonces viennent d'être faites. Il faudra aussi du temps pour voir si tout cela fonctionne. Mais au-delà des mesures, parce que là, on parle de la politique de la ville. Les 120 entreprises du SBF 120 vont démarrer en testing. Une des questions quand même qui se pose, c'est la question de l'emploi. Et je suis désolé, c'est pas dans la politique de la ville que se pose la première question de l'emploi. C'est dans le droit commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique d'emploi, il n'y a pas de politique industrielle sérieuse dans ce pays. On patine en termes de développement économique. L'emploi ne reprend pas, et en tout cas, les emplois qui reprennent sont des emplois précaires. Et les premiers, et je dirais même les premières à y toucher, ce sont les femmes dans les quartiers populaires. C'est-à-dire que si on n'a pas l'ensemble de la politique qui reprend des couleurs, qui s'attaque aux véritables problèmes de société qui sont l'emploi, la question du service public partout, parce que là, vous n'en parlez pas, la question des services publics, mais les quartiers... Oui, sauf que les quartiers, les quartiers populaires, de plus en plus, c'est le service public et d'État, parce que les collectivités sont bien obligées de pallier, mais c'est bien les services publics d'État qui disparaissent au fur et à mesure des quartiers. Et là, il y a un vrai souci. Là, il y a un véritable souci. Et là, on ne retrouve pas l'État. Soyons concrets. Vraiment, soyons concrets. Nous sommes sur un territoire où nous avons une université. Vous êtes bien placé pour le savoir. Juste à côté. Voilà, juste à côté. Nous avons des QPV. Il y a 500 jeunes qui sont inscrits dans le listing de Pôle emploi. Si on n'avait pas lancé le projet, donc qui s'inscrit dans la politique d'Emmanuel Macron du 22 mai, si on n'avait pas lancé le projet, 1000 jeunes, les entreprises s'engagent, le croisement des fichiers
des jeunes qui sortent de l'université, qui habitent en QPV, qui n'ont pas de boulot alors qu'ils devraient en avoir, n'aurait jamais été fait. Donc quand je dis remettre les acteurs autour de la table, c'est faire ce travail-là, qu'on a oublié par le temps parce que voilà, Pôle emploi est dans son secteur et fait 80% du travail avec les gens qu'il rencontre au quotidien. L'université dans son activité et fait son quotidien. Les entreprises de 50 ans en Yvelines font du business et ne cherchent pas à aller voir Pôle emploi ou l'université. Si vous les mettez autour de la table, on recommence à créer de la valeur en croisant des informations. Et le travail de terrain, c'est celui-là. Pour recentrer le débat, on veut des choses nouvelles. On veut des résultats. On veut faire 1000 jeunes en 12 mois. Au moins, c'est un vrai débat. Mais je vais peut-être vous mettre d'accord tout de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une batterie de mesures. Est-ce que la priorité numéro 1, c'est la lutte contre le chômage et notamment le chômage des jeunes dans ces quartiers? Est-ce que c'est ça, s'il y avait une chose sur laquelle il fallait accélérer, plus que la rénovation urbaine, plus que peut-être les services publics? Est-ce que c'est la lutte contre le chômage des jeunes? Maryse Bresson. Alors moi, j'ai travaillé sur la précarité et j'ai toujours dit que le chômage n'était pas la seule question, d'accord. Et je sais que même pas tout est forcément lié. La principale, parce que d'abord, des choses sont liées, et puis le problème de la précarité est important aussi, parce que en particulier pour les jeunes, l'emploi est très souvent un emploi ou sous forme de stage, voilà, d'emploi précaire, etc., qui n'en est pas un. Là, c'est presque et qui un ne problème permet pas du tout de sortir. Bah oui, mais national, on parle de ça, continental, oui. mondial. Mais voilà, donc, sur une précarité de l'emploi aujourd'hui dans le monde. Donc dire qu'on veut mettre sur n'importe quel emploi, moi je ne suis pas convaincue par ça, parce que, en tout cas, ça ne permet pas de lutter contre la pauvreté, par exemple. C'est le fameux problème des travailleurs pauvres. Quand on met l'accent uniquement sur la dimension emploi à n'importe quel prix, j'oserais dire, eh ben, on crée des travailleurs pauvres. C'est ce qu'on a vu historiquement. Donc là, il faut absolument relier avec les autres dimensions. Aucune politique d'emploi aidé, à part les emplois francs qui vont directement aux entreprises. Il n'y a plus justement, et Dieu sait si vous avez tous crié après le sujet, on a concentré les emplois aidés sur 4 secteurs d'activité, point. Mais la question, elle n'est pas sur les emplois aidés. Si, parce que quand on parle de travailleurs pauvres, c'est exactement ça. Et c'est tout à fait vrai. Dans les quartiers, il y a eu une tentation. Enfin, je veux dire, après, c'est parce qu'on a fait avec les moyens qu'on avait. Si on raisonne par on va amener à l'emploi, quel que soit le type d'emploi, et pourquoi pas un emploi aidé, je suis entièrement d'accord avec vous. On continue à biaiser le système. Parce qu'ils diront jamais à l'emploi réel, le CDI, je veux dire, voilà, comme tout un chacun. Permettons le financement de l'emploi réel dans l'économie réelle. Et là, je peux vous assurer que les choses, elles tournent complètement. Sur la question économique, le gouvernement a plutôt choisi la finance. La question pourrait peut-être se poser sur l'industrie, sur l'économie réelle, sur l'emploi qui n'est pas délocalisable. Je ne vous parle pas de formation, je vous parle véritablement d'une relance économique, d'une relance de l'emploi. Mais juste pour répondre à votre question de est-ce que c'est la priorité, l'emploi, je rejoins assez ce que dit Madame. Si on ne comprend pas que les quartiers populaires n'ont pas des problèmes qui n'existent pas ailleurs, tous les problèmes de la société se retrouvent dans les quartiers et sont concentrés. C'est une somme des problèmes. Donc c'est une somme de problèmes. Et il est inimaginable de régler d'un côté, par exemple, le service public et le remaillage du service public partout. On pourrait parler de la SNCF, par exemple, mais ça sera un autre débat. Et puis d'autres services publics. C'est inimaginable de penser remettre un peu de services publics partout pour qu'ils soient plus performants et répondent aux besoins sans traiter la question de l'emploi et des questions durables, et de l'emploi durable et non précaire, comme ça serait inimaginable de ne pas repenser la question du transport, de repenser toutes ces questions-là. On est d'accord. Je voulais une dernière question. Peut-être d'ordre philosophique, si je peux me permettre. Est-ce que finalement l'enjeu, malgré les mesures, ce n'est pas d'entamer une révolution des esprits, le regard qu'on porte sur cette jeunesse, le regard que nous tous, médias, politiques, institutionnels, on porte sur les quartiers de la ville? Est-ce que c'est pas ça le plus important, que les entreprises jouent le jeu, que chaque citoyen joue le jeu, qu'on fasse tous un effort aussi sur pareil, des stéréotypes, des clichés qu'on peut avoir? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet enjeu-là, au-delà des mesures, de l'argent dont on parle tout le temps? Je me tourne vers l'enseignant chercheur. 30 secondes chacun. Pour l'instant, encore une fois, le ressenti que j'ai, moi, de ce monde-là, ça a plutôt été un grand abandon. Donc, c'est plutôt raté de ce point de vue-là. Parce que, voilà, on ne peut pas dire simplement, peut-être qu'on... Chacun dans son coin, on peut... Voilà, mais non, mais il y a aussi cette idée quand on est chef d'entreprise et qu'on regarde le débat, on peut se dire... C'est là que j'étais vraiment surprise. Et le président de la République doit rappeler que ce sont des quartiers qui appartiennent à la République, qu'ils vont être traités autant que possible comme tout le monde, et que ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Et puis qu'on va faire tout ce qui est possible pour, quand ils sont en dehors, les réintégrer. Donc, c'est ça le discours, là, il a manqué de quelque chose, à mon avis. Après... est-ce que les méthodes qui seront prises le permettront? Je ne sais pas. Mais là, dans le discours, moi, je pense qu'il est passé à côté. Pour conclure, chacun à votre tour, Clément Ortega, puis Didier Bécher. Très rapidement, ce n'est pas une question d'image sur les quartiers populaires. C'est que là, aujourd'hui, au-delà du fait qu'il y a
trouve, moi, un véritable mépris des quartiers populaires et de leurs habitants. Mais c'est effectivement... C'est pas une question d'image, il faut juste permettre aux gens qui vivent dans les QPV de pouvoir vivre décemment comme tout le monde, comme tout citoyen de la République française. Ce qui veut dire la question de la solidarité nationale. C'est central. Donc c'est un effort aussi qui peut être fait par tout à chacun. Mais c'est du rôle de l'État. Et c'est l'État qui est attendu à cette place-là. Ce qui guide notre politique, c'est la lutte contre les discriminations. Il faut que chacun, à son niveau, que ce soit à l'école, dans la santé, dans l'emploi, la lutte contre les discriminations soit l'objectif. Et quand on veut mettre les entreprises face à leurs responsabilités, c'est par rapport à ce sujet-là, pas en disant... Parce que tout le monde discrimine, sans le faire exprès, mais en tout cas en accompagnant, en aidant à comprendre pourquoi la lutte contre la discrimination, ça n'est pas si compliqué que ça finalement. Merci à tous les trois. C'est la fin de ce 7-8, le débat. Prochaine émission jeudi prochain à 18h30 en direct. D'ici là, vous retrouvez cette émission en replay sur tv78.com et sur l'application TV78. Merci à tous. Merci.